Nous, on était des indigènes, les indigènes n'avaient le droit à rien. Comme on a été, la plupart des Algériens, chassés des bonnes terres, chassés des endroits qui sont bien, qui sont occupés par les colons, les pieds noirs. Et nous, on est dans les montagnes, c'est aride, ben, c'était la misère, pieds nus. Je suis sorti du métro ici. D'ailleurs, j'étais en tenue de sport, j'étais en short. Et on est aussitôt parti vers le pont. Là, c'était un noir de monde, là, sur le pont. Et là-bas, vers le passage à niveau là-bas, c'est là-bas que les flics sont venus à la rencontre des manifestants. Et ils commençaient à tabasser les manifestants, un coup de matraque sur la tête. Et une fois tombé, il lui écrase la tête avec les chaussures. C'est tout de suite là où il y a les passages niveau et un peu plus par ici, en avant. La consigne, c'était de ne pas avoir sur soi même pas un canif. C'est une manifestation pacifique. Il y avait les policiers qui venaient de cet endroit, de Quai des Orfèvres. Mais c'était noir de policiers. Et moi, j'étais dans les environs, là, puis je me suis tiré par là. Je suis retourné vers le métro et il y avait un policier qui me courait dessus. Alors j'ai sauté par-dessus le capot d'une voiture, j'ai pu lui échapper. Et je suis allé prendre le métro. Je suis allé sur la direction de Saint-Germain et j'ai vu là-bas aussi des femmes, des enfants à Saint-Germain qui criaient, qui pleuraient, tout ça, c'était affreux, c'était pas beau à voir. Et c'est ça la manifestation du 17 octobre 61. Ceux qui voient aujourd'hui, qui marchent, qui se promènent sur le pont, et ils ne se diront jamais qu'une chose pareille pouvait arriver. Parce que là, non seulement on a tabassé les Algériens, mais en plus, il y en a qu'on a jeté dans la Seine, il y en a, on leur a tiré dessus avec des armes pour une manifestation pacifique, être accueilli de telle sorte. Il ne faut pas se dire qu'on est dans un monde civilisé. Saïd Abdout, né le 28 janvier 1930 à Boudjima, à 17 km de Tixirt-sur-Mer et à 20 km de Tizi Ouzou. Nous, on était des indigènes, les indigènes n'avaient le droit à rien. Comme on a été, la plupart des Algériens, chassés des bonnes terres, chassés des endroits qui sont bien, qui sont occupés par les colons, les pieds noirs. Et nous, on est dans les montagnes, c'est aride, ben, c'était la misère, pieds nus. Je me rappelle, j'avais une djellaba pleine de poux et quand je suis trempé, quand il pleut, tout ça, je dormais avec cette djellaba. J'ai pas quelque chose de rechange. C'est vraiment la misère, quoi. On n'avait ni chauffage, ni toilette, ni rien du tout, quoi. On vivait avec des bêtes, d'ailleurs. Dans le même gourbi, il y a les bœufs et puis il y a nous. On partageait le gourbi. Il n'y avait pas de nourriture, surtout là, pendant la guerre 40. On mangeait de l'herbe, on mangeait des glands, on mangeait n'importe quoi, ce qu'on trouvait comme des bêtes. On était jeunes, c'est sûr, mais on n'était pas comme toutes les jeunesses. C'était une jeunesse indigène, une jeunesse de deuxième zone, une jeunesse qui vivotait, qui ne vivait pas. Donc voilà un peu la jeunesse, notre jeunesse. Malgré que j'ai eu une chance quand même, j'ai bénéficié de pouvoir y aller à l'école, parce qu'à l'époque, on scolarisait 10% de la jeunesse algérienne, enfin du moins chez nous, et les filles n'avaient pas le droit à l'école, il n'y avait pas d'école de filles. Et là, j'ai un peu profité pour aller pendant près de 4 ans à l'école. Et par la suite, quand mon frère a été mobilisé, j'étais obligé de
Le vieux, il était analphabète, donc il m'a fait quitter l'école pour aller garder les bêtes, quoi. Voilà un peu ma jeunesse, comment que ça s'est passé. Ma mère, elle s'occupait de travailler, aller chercher de l'eau, faire à manger, nettoyer la cour là où dormaient les bêtes, tout ça. Elle est esclave un peu. Elle fait tout dans la maison. Quant au vieux, il était boucher itinérant et puis paysan. Il faisait l'agriculture, il faisait aussi boucher. C'est-à-dire qu'il allait sur les marchés, il abattait une bête et puis après il vendait la viande. Et c'est comme ça que d'ailleurs moi je suis devenu un grand crossman parce qu'il avait un mulet. Il montait sur le mulet, moi je faisais 30-40 km à pied, j'avais 10-12 ans. À chaque fois qu'il va au marché, des fois je montais derrière lui sur le mulet, mais j'étais mal à l'aise, je marchais souvent. Je faisais mes 30 km, 40 km. Alors après, je suis devenu un bon crossman. Il y avait un qui s'est procuré, je ne sais pas comment, la voix de son maître. Ben moi, je me demandais comment que ça se fait que ça chantait comme ça. Alors c'était en la remontant à la main le magnétophone. Et quand j'ai entendu la chanson, c'était une Tunisienne qui chantait, je ne revenais pas. Je me disais comment que ça se fait qu'on peut faire des choses pareilles. C'était quand j'étais jeune, quoi. Le magnétophone, écouter un magnétophone. Avec les gens du village qui étaient politisés, nos aînés qui nous éveillaient sur la situation, sur la misère, sur qu'est-ce que c'est que le colonialisme. Et donc, petit à petit, on s'est imprégné de ces enseignements. Donc, je commençais à devenir jeunesse du PPA. La jeunesse du PPA à 15 ans, à cause de ce qui s'est passé à Sétif, Kherrata, tout ça. C'était terrible aussi ce qui s'est passé là-bas. C'était vraiment à Kherrata, il y a un précipice de 150 à 200 mètres où on balançait les gens vivants, où ils arrivaient en bas morts, bien sûr. Là, c'était terrible. Et donc, on a commencé comme ça. D'ailleurs, dans mon village, il y a eu le caïd, il y a eu un attentat. Il a reçu 47 balles avec sa traction avant. Il a eu de la chance, c'était pas des gens qui visaient bien, il était tout juste blessé au bras. Il s'en est tiré, mais nous, ça nous a éveillés. Pourquoi qu'on a tiré sur le caïd? Parce que les bienfaits de la colonisation, entre autres, ceux qui disaient les bienfaits, on a une route, cette route, on a plutôt elle nous emmerdait qu'elle nous rendait service. C'est une route, il n'y a que le caïd qui a une voiture, et à 2 km avant qu'il arrive, il fallait sortir les bêtes parce qu'il ne faut pas déranger le caïd sur la route. Donc c'est la route du caïd, ce n'est pas une route pour nous. Ce qui fait que voilà, c'est un des bienfaits de la colonisation. Nous, on avait des bourricots pour transporter des choses, mais on n'avait pas besoin de la route. On n'a rien à transporter sur la route. On n'avait rien. C'était pour dire les bienfaits de la colonisation. J'ai pu quand même fuguer, je me suis sauvé. Évidemment, le vieux, heureusement, qui ne m'a pas empêché de me sauver parce que mineur, il pouvait arrêter l'opération, ne pas pouvoir continuer mon trajet, mais je suis venu quand même en France. J'en avais assez avec le système colonial. J'ai fini même par me disputer un peu avec mon père. Je n'étais pas d'accord de rester là-bas, c'était la misère. D'ailleurs, j'ai jamais vu un toubib alors que j'avais 18 ans, malgré la peste qui est passée en 1944. J'ai fini par venir en France, j'avais 18 ans, j'étais encore mineur, en septembre 1948. Et là, il fallait se défendre pour pouvoir. Il fallait trouver du travail, trouver où se loger, tout ça. À Alger, j'ai laissé le soleil, Alger, la Blanche, tout ça. J'arrive à la gare de Lyon, c'était vraiment triste. Je voyais les murs noirs, il y avait un brouillard. Il commençait à faire froid. Je dis, mais c'est ça la France, c'est pas possible.
Alors j'ai vraiment été étonné de voir comment que c'est Paris. En fin de compte, après, évidemment, on s'adapte, on découvre des choses. Paris cache beaucoup de choses ensuite quand on grandit. Il y a beaucoup de choses à voir, la littérature, le théâtre, le cinéma, beaucoup de choses sur le plan culturel, petit à petit, on découvre. D'abord, j'ai atterri dans un hôtel pourri à Montrouge. C'était au 75 avenue Aristide Briand. C'est un hôtel tenu par un policier. Et nous, les jeunes, à l'époque, on nous appelait les J3 parce que notre carte de ravitaillement, c'est marqué J3. Alors, c'est souvent les jeunes, on les appelait les J3. Alors, j'étais dans cet hôtel. Au grenier, parce que mon frère, c'est lui qui m'avait reçu quand je suis venu d'Algérie, celui qui était mobilisé là, en France. Et dans cet hôtel, au grenier, il y avait 2 mètres sur 1 mètre. Le matelas, le sommier était plein de punaises. J'arrivais pas à dormir. Et c'était vraiment terrible. Alors j'ai dit, je préfère m'engourber en Algérie, dormir par terre que cet hôtel pourri. Alors j'ai essayé de faire organiser, malgré que j'étais jeune, je suis 18 ans, essayer de mobiliser les Espagnols qui habitaient là-bas. Ils ont dit, nous, on ne peut pas demander quoi que ce soit parce qu'on va nous renvoyer en Espagne. C'était des gars qui avaient aucun droit. Ils sont venus, ils se sont sauvés d'Espagne. Alors que moi, je suis allé au service des garnis à la Cité. Je me suis plaint de l'hygiène de cet hôtel et ils sont venus. Alors le policier était enragé après moi. Alors mon frère, il a failli me frapper parce que lui, il picolait chez sa femme, la Marthe, qu'ils ont un bistrot là-bas, et il ne s'occupait pas. Il avait peut-être sa chambre, il avait peut-être pas de bestiole, mais moi j'étais gêné. Alors les services de garni, quand ils sont venus, ils étaient quand même obligés d'améliorer un peu la situation. Mais je ne suis pas resté longtemps là-bas et j'ai eu de la chance. Il y avait une personne qui travaillait avec moi chez les Moulineaux, il m'a cherché, il m'a trouvé une chambre en face de chez lui. Lui aussi, il avait un bistrot, le vieux Vissé, là. Et c'est à rue Sadi Carnot, hôtel 3 étoiles, pas de vis-à-vis, 2 fenêtres, j'étais très très bien. Et là, ça a commencé à aller un peu la situation un peu mieux. Quand j'ai quitté Montrouge, donc les années 50, j'étais là avant. J'ai contacté des copains qui étaient c'était des gens qui vendaient l'UMA, on discutait ensemble et puis en même temps ils étaient dans les Amis de la Nature et c'est comme ça que j'ai adhéré. Je sortais avec eux en camping, on allait un peu partout, à Fontainebleau, partout. Et en même temps, je discutais avec eux politique. C'est comme ça que j'étais de plus en plus sensibilisé à ce que faisait à l'époque le PCF. Je n'étais pas encore adhérent parce que j'étais au MTLD, j'étais organisé au MTLD. Petit à petit, il faut apprendre les choses. C'est pas du jour au lendemain, on peut devenir un militant communiste. Personnellement, au MTLD, j'étais bien engagé, vraiment. Tous les dimanches, je vendais Algérie Libre, qui était un journal du MTLD. Tous les dimanches, dans la rue de l'Ouest, dans le 14e. C'est comme ça que j'ai connu un tas de gens, j'ai connu pratiquement tous les responsables qui étaient au GPA par la suite. J'ai connu Mohamed Yazid, il terminé ses études. Rue Xavier Privat, on avait donc là-bas un siège. Et quand j'ai vendu le journal, j'allais lui apporter de l'argent du journal. Et on se réunissait à rue du Château, chez Mohamed Ouidir, toujours dans le 14e. Et c'est comme ça, je faisais du sport avec les Amis de la Nature, de la politique avec le MTLD.
et du syndicat au boulot, au travail. C'est d'ailleurs comme ça que petit à petit, quand je suis arrivé à Bagneux, quand j'ai commencé, je ne sais pas, j'ai adhéré c'était le 1er mai 54 au PCF, et là j'ai commencé, je suis devenu CDH, j'ai diffusé l'AVO, et c'est comme ça aussi que j'ai eu l'honneur de me réunir des fois avec Cachin. C'est arrivé qu'on ait tenu une réunion où il parlait de la presse du cœur, c'était le journal Elle à l'époque. J'habitais dans la bibliothèque municipale, mais qui avait aussi le local du parti là-bas. Alors pour tirer le stencil, les affiches, coller, tout ça, j'étais très dynamique aussi dans le parti. Et là, en 55, j'ai même fait l'école centrale du parti. Et l'école centrale, c'est réservé aux membres du comité central. Je me rappelle le directeur, un certain Parino, moi je faisais toujours mon sport. Je me levais le matin, je faisais un cross. Et lui, ça le travaillait. Lui, il ne doit pas être... c'est certainement pas un sportif. Et une fois, il m'interpelle, il me dit, ça, tu crois que Lénine il faisait du cross? J'ai dit, tu crois que moi je veux devenir Lénine? Alors ça n'a pas dû lui plaire, mais en tous les cas, je lui ai répondu du tac au tac. J'ai dit, moi je fais mon sport quand même. Si ça t'embête, tant pis. Alors, moi, le sport, c'est sain, c'est utile, même pour les communistes. Si on est en bonne santé, on travaille mieux, on lutte mieux, on s'organise mieux. Avec la police, souvent on a des... Personnellement, comme je travaillais dans la mairie de Bagneux, je m'en tirais un peu, mais la plupart des foyers nord-africains, toujours il y a des interventions des flics, il y a toujours des problèmes de la répression. Une fois, à Montrouge, ils m'ont arrêté aussi, c'était... après 22 heures, et puis j'avais ma moto, il y avait des tracts dans les sacoches, c'était pendant la guerre, alors pendant le couvre-feu là. Alors j'avais un blouson, des bottes, tout ça, et les flics qui s'amènent, et puis ils nous braquaient les mains en l'air. Alors je rigolais, alors il y avait un flic, ça lui a pas plu, alors il vient, il me bouscule comme ça avec la mitraillette, il me dit... Ta gueule, qu'est-ce que tu rigoles, ça te plaît ça? Cette journée, pour moi, c'était le soir, le gars pour qui je payais la cotisation au FLN, il est venu me dire, voilà, demain, on manifeste au quartier latin, à telle heure, il faut être là-bas, il ne faut pas prendre... Même pas un canif sur soi, c'est une manifestation non violente. Alors évidemment, personnellement, je savais qu'il allait y avoir du grabuge. J'étais un peu réticent, mais je suis quand même allé. Et là, ce jour-là, d'ailleurs, j'avais une réunion à la FS, j'étais rue de la Bruyère, et c'est de là-bas que je suis descendu direct à la marche. Comme c'était des sportifs, donc j'étais en tenue en short, tout ça. Et quand je suis arrivé sur le pont là-bas, quand on a commencé à marcher, à peu près à peine qu'on a franchi le pont, que la rencontre s'est opérée avec la police. La police il est venue déchaîner et a commencé le massacre. C'était inouï, c'était vraiment de toute ma vie, je me rappellerai toujours de ce carnage vraiment dégueulasse. C'est sauvage, c'est vraiment une sauvagerie inouïe pour pouvoir tabasser des gens qui avaient les mains dans les poches et lui leur donner les coups sur la tête. Et en plus, il y a des endroits comme ils ont tiré même à la mitraillette, ils ont tué des gens. Et là, du côté de Nanterre, du côté un peu partout, ils ont jeté les gens à la Seine, ils ont massacré. C'était affreux, vraiment, c'était affreux.
des centaines de morts quand même. Et le lendemain, le Papon, le traître Papon, il disait que il y a eu 3 morts. Alors, c'était jusqu'à ce jour, on ne sait même pas combien qu'il y a eu de morts, parce que ceux qui sont jetés dans la Seine, qui sont morts, qui savaient pas nager, qui n'ont pas pu s'en sortir, jusqu'à maintenant, c'est les parents habitent en montagne quelque part, ils ne savent même pas à qui réclamer, et puis ils sont partis. C'est pour ça que on ne sait pas encore combien qu'il y a eu de morts. À 60 ans après, et qu'on puisse reconnaître que c'est un crime d'État, c'est la moindre des choses, parce que vraiment, c'est l'État qui a organisé ce crime, c'est pas quelqu'un d'autre. La police, c'est aux ordres de Papon, et Papon, il était préfet comme maire, donc c'est l'État qui a organisé ce massacre. J'ai entendu l'autre fois à la radio un certain Zabouj, qu'on appelle Zemmour Eric, qui disait que De Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie. Il se fout le doigt dans l'œil. Pour moi, c'est vraiment faux et archi-faux. Pour la bonne raison que De Gaulle, il avait mené la guerre d'Algérie pendant 5 ans. De Gaulle, il a essayé la paix des braves. De Gaulle, il a essayé le couteau au vestiaire. De Gaulle a dit que l'Algérie, c'était la France, de Dunkerque à Tamanrasset. Alors, tenant compte de tout ce qu'il a fait, ajoutons à cela qu'il a fait venir 2 responsables de l'ALN, l'armée de libération, clandestinement pour encore essayer de semer la zizanie dans l'ALN pour pouvoir casser l'armée de libération. Et c'était parmi les 2, il y avait un certain Zamoum d'ailleurs. Alors, tenons compte de tout cela. Tenons compte qu'à Alger, c'était plus l'ALN qui menait l'ALN, elle a été affaiblie, l'armée de libération nationale, mais le drapeau a été repris par le peuple. En 60, à Bellecour, il y a eu une manifestation populaire, un soulèvement des gens, tout le peuple qui demandait l'indépendance. Le 17 octobre à Paris, 61, tous les travailleurs, tous les Algériens qui demandaient l'indépendance. Ensuite, il y a eu une pression sur sur l'ONU, que De Gaulle appelait le grand machin. Il y a eu le GPA qui a été soutenu même par même les Américains ont soutenu l'Algérie. C'est pour ça qu'on a la place Kennedy à El Biar. Et bien la France, elle a été acculée. Ajoutons à cela Sharon. Sharon, c'était aussi le peuple de France qui commençait à prendre conscience. Non seulement ça coûte cher, non seulement on tue des appelés là-bas, et que pour les beaux yeux des colonialistes. Alors, ce qui fait que De Gaulle, il a été acculé. Il faut ajouter que le GPRA l'a menacé. On lui a dit, si vous ne voulez pas négocier, nous, on va faire appel à la Chine et à l'Union soviétique, une intervention. Alors, De Gaulle, comme il était malin, il ne faut pas perdre l'Algérie, ce qui fait qu'il était obligé de négocier pour sauver les meubles, pour que l'Algérie reste dans le jalon de la France. Alors voilà un peu pour faire un démenti de ce que disait le fameux Zemmour. Sauf ce qui était organisé dans le FLN, les gens le 17 octobre, beaucoup de gens vous disent on ne connaît pas. Hein. Et surtout chez les Français, alors n'en parlons pas. Les Français, c'est rare il n'y a que les vieux, les anciens, ceux qui ont vécu à l'époque. Mais les jeunes ne connaissent pas parce que on ne l'écrit pas dans les livres d'école, on n'enseigne pas ce que c'est que 17 octobre. Il faudrait qu'un jour on puisse l'écrire pour l'histoire et dire les choses, la vérité. Il n'y a pas que ça. Les problèmes entre l'Algérie et la France, des litiges, il y en a à gogo.
Ma France, à moi, c'est l'international. C'est d'abord celui qui vit de son travail, c'est mon frère. C'est pas parce que il peut être un Algérien, il peut être mon vrai frère de père et de mère, et il peut avoir des idées contraires à moi, qu'il exploite des gens ou qu'il est de la richesse. Et pour moi, c'est pas, je dois le combattre. Pour moi, je suis un internationaliste et je suis pour que il y ait une solidarité entre les Algériens et les Français. Celui qui vit de son travail, c'est celui-là ton frère. Alors donc, malheureusement, ça se perd. Ça a existé, fut un temps, depuis que l'Union soviétique, elle a été, c'était un château de cartes. Il y a eu Elitsine et toute la clique, que l'Union soviétique est tombée. L'international est parti avec. Aujourd'hui, on n'en parle pas, il n'y a pas cette solidarité, on ne la sent pas, on ne la voit pas. Et c'est un autre monde. D'ailleurs, ça se répercute dans les organisations populaires, en particulier le PCF ou la CGT. On voit beaucoup moins de militants, de gens organisés qui luttent. Le peuple de France, il a sa part de responsabilité. En parlant de la classe ouvrière, en parlant des ouvriers, comment se fait-il qu'il y a ce relâchement, on arrive aujourd'hui à croire que même, y compris dans la classe ouvrière, il y a des gens qui ne peuvent pas admettre, qui sont presque d'accord avec ceux qui veulent chasser les immigrés de France. C'est malheureux, quand ça vient d'un raciste, quand ça vient des lépénistes et consorts, c'est pas étonnant, mais que ça vienne des gens du peuple, des gens qui veulent pas voir les immigrés sans raison. Ils doivent savoir que les immigrés, quand ils viennent ici, c'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte son pays, qu'on vient vivre tout seul ici, quitter ses parents, et c'est quelque chose quand même. Moi je l'ai vécu, quand j'ai perdu ma mère ou mon père, je ne les ai pas vus enterrés, ils ont souffert. Mon père est devenu fou qu'à cause de la guerre d'Algérie, il est mort en 1958, parce qu'on a arrêté la famille et puis il est devenu fou. Et il est mort de cette folie. Et le peuple de France, pour moi, j'ai vécu avec des camarades, de la solidarité, mais que je ne sens pas aujourd'hui, malheureusement. Mais il fut un temps. Maintenant, aujourd'hui, pour d'autres raisons peut-être, je ne vois pas cette solidarité qu'on a vécue, fut un temps. Moi, j'aime les pois chiches. On n'est pas des surhommes, hein. Il y a des trucs qu'on oublie à l'époque. Quand on était jeune, on chantait des chansons qu'on ne se rappelle plus après. Mais des chansons révolutionnaires, par exemple, il y a une chanson, tiens, je vais te chanter celle-là, je me rappelle à peu près. Nous connaissons le Mazian el-Jayyar, تعمرتنا غينا بعتدنا أننا غرت تروزيم ذات روزين وغاثنا قبل آخر المتوالد أفتمرت عزيزة لا 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 La 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 la. C'est le chant des partisans kabyles. On a mis un panneau pour rappeler le 17 octobre 61.
On n'a même pas mis les armes qu'on a utilisées, jetées à la Seine, tirées dessus avec des armes à feu. Les manifestants, ils avaient le droit à tous les moyens pour se faire tuer. Voilà qu'est-ce qu'on gagne quand on ose réclamer son indépendance. Il fallait rester sous la tutelle du colonialisme, la misère du colonialisme. Et quand on bouge, ben, on reçoit les bienfaits de la pacification. 60 ans après, est-ce que les livres parlent? Est-ce que le cinéma? Est-ce que les informations? Est-ce que les écoles enseignent cette journée du 17 octobre? Non, il n'y a rien. On veut l'ignorer comme si elle n'a pas existé. C'est quand même malheureux qu'on n'a même pas voulu mettre ce mémorial à la vue et à la lecture du public. On l'a mis sur le côté avec des lettres toutes petites, avec la couleur qui cache un peu les lettres. C'est vraiment... on ne peut pas faire mieux que d'ignorer ceux qui sont morts. Ce n'est pas pour les représenter aujourd'hui, parce qu'on pouvait faire mieux que ça quand même. On pouvait faire un panneau plus lisible, plus grand, mais disons que c'est mieux que rien. Et jusqu'à la fin de nos jours, on se rappellera de ce massacre qui a été fait ici.